Le jour où j'ai ouvert cette enveloppe, j'ai compris que toute ma vie n'était qu'un mensonge. Mon père n'était pas mon père. Ma mère m'avait menti pendant 42 ans. Et ma sœur savait depuis le début. Je m'appelle Mathilde. J'ai 42 ans, 2 enfants, un mari aimant, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir une famille normale. Pas parfaite, non. Jamais très chaleureuse. Mais normale. Mon père, Jean-Claude, était un homme distant, presque froid. Ma mère, Françoise, portait ce silence lourd qui semblait peser sur toute la maison depuis mon enfance. Et ma sœur aînée, Sophie, avait toujours eu cette manière de me regarder comme si elle détenait un secret que je ne méritais pas de connaître. Pendant des années, j'ai cru que c'était simplement comme ça, les familles. Que certaines étaient juste moins expressives que d'autres. Que mon père ne me serrait jamais dans ses bras parce qu'il appartenait à cette génération d'hommes qui ne savaient pas montrer leurs émotions. Que ma mère évitait mon regard parce qu'elle était fatiguée, stressée, préoccupée par 1000 choses. Mais il y avait ces moments, ces petits instants qui ne collènent pas. Quand mon père félicitait Sophie pour ses résultats scolaires et passait à côté des miens sans un mot. Quand ma mère me regardait parfois avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, entre la culpabilité et la tristesse. Quand Sophie recevait des cadeaux plus généreux à Noël, des attentions plus marquées, comme si elle avait une place privilégiée dans le cœur de nos parents. J'ai grandi en me disant que j'étais simplement moins aimable, moins intéressante, que je devais faire mes preuves. Alors je travaillais plus dur, j'étais plus gentille, plus serviable. Mais rien n'y faisait. Cette distance restait là, comme un mur invisible entre mon père et moi. À 20 ans, je suis partie de la maison. J'ai construit ma vie ailleurs, loin de cette atmosphère étouffante. J'ai rencontré Julien, mon mari. Nous avons eu nos enfants, Lucas et Emma. Je suis devenue infirmière. J'ai créé la famille chaleureuse et aimante que je n'avais jamais eue. Et pendant des années, j'ai gardé mes parents à distance respectable. Des visites pour les fêtes, des appels téléphoniques polis, rien de plus. Puis, l'année dernière, mon père est tombé malade. Un cancer du poumon. Foudroyant. En quelques mois, cet homme qui avait toujours été si robuste, si imposant, s'est transformé en ombre fragile. Ma mère m'a appelée, la voix brisée, me suppliant de venir plus souvent. Sophie, elle, était là tous les jours, comme toujours la fille parfaite. Je suis venue, par devoir, je suppose, mais aussi parce qu'une partie de moi espérait encore quelque chose. Un mot, un geste, une reconnaissance avant qu'il ne soit trop tard. Un après-midi, alors que je veillais mon père à l'hôpital, il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient vitreux à cause de la morphine, mais il y avait quelque chose d'urgent dans son regard. Il a murmuré « Mathilde, je suis désolé. Mon cœur s'est serré. Enfin. » Enfin, il allait me dire quelque chose. Désolé de quoi, papa? Mais il a fermé les yeux, épuisé, et s'est rendormi. Et je ne l'ai plus jamais entendu parler. Il est mort 3 jours plus tard. Aux obsèques, j'ai pleuré. Pas de chagrin, je crois, mais de frustration. De toutes ces années perdues à essayer de comprendre pourquoi mon propre père ne m'aimait pas. Et maintenant, il était parti, emportant ses réponses avec lui. Après l'enterrement, ma mère est restée prostrée. Sophie s'occupait de tout, efficace comme toujours. Moi, je suis rentrée chez moi, sonnée, vidée. C'est mon fils Lucas qui, quelques semaines plus tard, m'a parlé de ce test ADN. Il avait 17 ans et traversait cette phase où l'on cherche ses racines, son identité. Il voulait savoir d'où il venait, connaître nos origines ethniques. « Maman, ce serait trop cool. On pourrait le faire ensemble, toi, papa et moi. » J'ai accepté sans réfléchir. Pourquoi pas? C'était amusant, moderne, et puis cela me changerait les idées. Nous avons commandé les kits, craché dans nos tubes, envoyé nos échantillons, et attendu. Vous aussi, vous avez déjà fait un test ADN? Vous avez découvert des choses surprenantes sur vos origines? Dites-le moi en commentaire, parce que moi, ce que j'ai découvert a détruit ma famille. Quand les résultats sont arrivés, Lucas était excité. Nous avons ouvert nos profils ensemble, devant l'ordinateur. Julien était à côté de nous, amusé. Alors,
On est quoi? Vikings? Italiens? Espagnols? J'ai cliqué sur mon profil. Et là, sous la rubrique Correspondance familiale, j'ai vu quelque chose d'étrange. Il y avait une correspondance à 50%. Une demi-sœur, quelqu'un que je ne connaissais pas. Une certaine Marie D, 45 ans, vivant à Lyon. Mon sang s'est glacé. Julien, regarde ça. Il s'est penché, a froncé les sourcils. C'est quoi ce délire? Un bug du site? J'ai cliqué sur le profil de cette Marie. Aucune photo, aucune information publique. Juste ce lien génétique indéniable. Elle partageait 50% de mon ADN. Ce qui signifiait une seule chose, nous avions un parent en commun. Mais ce n'était pas possible. Mon père était fils unique. Ma mère avait une sœur décédée jeune, sans enfant. Alors d'où sortait cette Marie? J'ai passé la nuit à tourner en rond, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. « Maman, il faut qu'on parle. » Sa voix, immédiatement tendue. « De quoi, ma chérie ?» J'ai fait un test ADN et j'ai découvert que j'ai une demi-sœur. Silence. Un silence si long, si lourd que j'ai cru que la ligne avait été coupée. « Maman, ne fouille pas là-dedans, Mathilde, s'il te plaît. »« Quoi? Comment ça? Ne fouille pas? Qui est cette Marie? C'est la fille de papa? Il avait une maîtresse? » « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. » Nouveau silence. Puis, dans un souffle, « Viens à la maison, demain, je te dirai tout. » Elle a raccroché. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon esprit échafaudait 1000 scénarios. Mon père avait eu une liaison. Il avait eu une fille illégitime. C'était pour ça qu'il était si distant avec moi, parce qu'il pensait à cette autre fille, quelque part. Le lendemain, je suis arrivée chez ma mère. Sophie était là aussi. Bien sûr, elle m'attendait dans le salon, assise côte à côte sur le canapé. Ma mère avait les yeux rouges. Sophie me regardait avec cette expression que je lui connaissais trop bien, un mélange de pitié et de supériorité. Je me suis assise en face d'elle. « Alors? Quelqu'un va m'expliquer ?» Ma mère a pris une grande inspiration, les mains tremblantes. « Mathilde, ton père, Jean-Claude n'était pas ton père biologique. » Les mots ont mis quelques secondes à pénétrer mon cerveau. Comme si j'entendais une langue étrangère. « Quoi? Jean-Claude n'était pas ton père? Je ne comprends pas. » Sophie a posé sa main sur celle de ma mère, un geste de soutien qui m'a glacé le sang. Ma mère a continué, la voix brisée. « Avant ta naissance, ton père et moi, nous traversions une période difficile. Il travaillait tout le temps, nous nous disputions sans cesse. J'étais malheureuse, et j'ai rencontré quelqu'un. Le sol se dérobait sous mes pieds. Tu as eu une liaison. Oui. Et je suis née de cette liaison. Oui. Et papa? Jean-Claude le savait? » Ma mère a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il l'a découvert pendant ma grossesse. J'allais tout lui avouer et partir, mais il m'a supplié de rester. Il m'a dit qu'il élèverait l'enfant comme le sien, qu'il me pardonnerait, qu'on pourrait reconstruire notre couple. Mais il ne m'a jamais aimée. Il a essayé, Mathilde, je te jure qu'il a essayé, mais c'était trop difficile pour lui. Chaque fois qu'il te regardait, il voyait mon erreur, ma trahison. J'avais envie de vomir. Toutes ces années où je m'étais sentie inadéquate, insuffisante, pas assez bien. Et c'était parce que je lui rappelais l'infidélité de sa femme. Et Sophie le savait? Sophie a détourné le regard. « Réponds-moi, tu le savais? » Je l'ai découvert quand j'avais 16 ans. J'ai entendu maman et papa se disputer. Ils criaient que tu n'étais pas sa fille, qu'il en avait assez de faire semblant. Et tu ne m'as jamais rien dit? Maman m'a fait promettre. Pendant 26 ans. Pendant 26 ans, tu m'as regardé souffrir de l'indifférence de papa et tu n'as rien dit. Je protégeais la famille. Tu me protégeais, moi? Ou tu protégeais ton statut de fille préférée? Sophie a rougi, touchée. Je me suis tournée vers ma mère, tremblante de rage. Qui est mon père? Qui est cet homme? Il s'appelait Philippe Durand. Nous avons rompu avant ta naissance.
Il ne sait même pas que tu existes. Il ne sait pas? Je ne lui ai jamais dit. J'ai choisi de rester avec Jean-Claude, de te donner un père présent, une famille stable. Stable? Tu appelles ça stable? J'ai grandi en me sentant invisible. Je sais, je suis désolée, tellement désolée. Et cette Marie, c'est qui? Ma mère a essuyé ses larmes. Je suppose que c'est la fille de Philippe, ta demi-sœur. J'ai quitté la maison sans un mot de plus. J'étais dans un état second. 42 ans de mensonges. 42 ans à croire être quelqu'un que je n'étais pas. Dans ma voiture, j'ai pleuré. Pleuré comme jamais je n'avais pleuré. Pas seulement de tristesse, mais de colère, de trahison, d'humiliation. Puis, une fois calmée, j'ai pris une décision. J'allais contacter Marie. J'ai envoyé un message via la plateforme du test ADN. Simple, direct. Bonjour Marie, je m'appelle Mathilde. D'après nos résultats ADN, nous sommes demi-sœurs. Je viens de l'apprendre. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on discute. Elle a répondu le lendemain. Bonjour Mathilde. Moi aussi j'ai été surprise par ce résultat. Mon père est Philippe Durand. Il vit toujours à Lyon. Veux-tu son numéro? Philippe Durand. Mon père biologique. Un homme dont j'ignorais l'existence 48 heures plus tôt. J'ai pris le numéro. J'ai attendu 3 jours avant de l'appeler, le temps de rassembler mon courage. Quand il a décroché, sa voix était chaude, posée. Allô? Bonjour? Je m'appelle Mathilde. Je crois que vous avez connu ma mère, Françoise Moreau, il y a une 40aine d'années. Silence. Puis, dans un souffle, Françoise? Oui, je m'en souviens. Nous nous sommes fréquentés brièvement. Je suis née de cette relation. Nouveau silence. Plus long. J'entendais sa respiration saccadée. Tu es ma fille? Oui. Mon Dieu, je ne savais pas. Elle ne m'a jamais dit. Pourquoi elle ne m'a jamais dit? Elle a choisi de rester avec son mari. Il a éclaté en sanglots. Un homme de 70 ans, pleurant au téléphone avec une fille qu'il découvrait. J'aurais voulu savoir. J'aurais voulu être là. J'ai toujours aimé Françoise. Quand elle m'a quittée, j'ai été anéantie. Si j'avais su... Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a raconté sa vie. Son mariage avec une femme qu'il avait rencontrée 2 ans après Françoise. Ses 3 enfants, dont Marie. Son divorce, sa retraite, sa solitude. Et moi, je lui ai raconté mon enfance. La froideur de Jean-Claude, le mensonge, la douleur. À la fin de la conversation, il m'a dit « Mathilde, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais j'aimerais te rencontrer, te connaître, rattraper tout ce temps perdu. » J'ai accepté. Nous nous sommes vus 1 semaine plus tard, dans un café à Lyon. J'ai reconnu Philippe immédiatement. Il avait mes yeux, mon nez, ma façon de sourire. C'était troublant, émouvant, bouleversant. Il s'est levé quand je suis entrée, les larmes aux yeux. Nous sommes restés là, debout, à nous regarder, incapables de parler. Puis, il a ouvert ses bras. Et je m'y suis effondrée. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti ce que c'était d'être serrée dans les bras de son père. Un vrai père. Un père qui me regardait avec amour, fierté, émerveillement. Nous avons parlé pendant des heures. Il voulait tout savoir. Mon enfance, mes études, mon mariage, mes enfants. Il regardait les photos que je lui montrais avec une avidité touchante, comme s'il essayait de rattraper 42 ans en une après-midi. J'ai aussi rencontré Marie, ma demi-sœur. Elle était chaleureuse, curieuse, bienveillante. Nous avons découvert que nous avions tant de points communs, les mêmes goûts, les mêmes manies, le même sens de l'humour. C'était étrange et merveilleux à la fois. Mais pendant que je construisais ce nouveau lien avec Philippe et Marie, mon ancienne famille explosait. Ma mère m'appelait tous les jours, en pleurs, me suppliant de lui pardonner. Je ne décrochais pas. Sophie m'a envoyé des dizaines de messages, oscillant entre les excuses et les reproches. « Tu détruis maman, tu es égoïste, papa est mort depuis à peine 6 mois et tu nous fais ça. » Comme si c'était moi, la coupable. Comme si c'était moi qui avais menti pendant 42 ans. Julien, lui, me soutenait. Il était en colère contre ma mère, contre Sophie, contre toute cette famille qui m'avait fait tant de mal.
Ils ne méritent pas ta compassion, Mathilde, pas après ce qu'ils t'ont fait. Mes enfants, Lucas et Emma, étaient remis sous le choc. Découvrir qu'ils avaient un nouveau grand-père, une nouvelle tante, que toute leur histoire familiale était à réécrire. Mais ils ont aussi vu combien Philippe m'apportait ce que Jean-Claude ne m'avait jamais donné. Et ils l'ont accepté, accueilli avec une générosité qui m'a émue aux larmes. 3 mois après la révélation, ma mère a sonné chez moi. Sans prévenir. Elle avait l'air hagarde, vieillie de 10 ans. « S'il te plaît, Mathilde, laisse-moi entrer. Laisse-moi t'expliquer. » Je l'ai fait entrer. Pas par pardon, mais par curiosité. Elle s'est assise dans mon salon, les mains tremblantes. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'aurais dû te dire la vérité, depuis longtemps, mais j'avais tellement peur. Peur de quoi? De te perdre, de perdre ma famille. Quand tu es né, j'ai fait une promesse à Jean-Claude. Je lui ai juré que personne ne saurait jamais, que nous ferions comme si tu étais sa fille. Et pendant des années, j'ai cru que c'était la bonne décision, que je protégeais tout le monde. Tu protégeais ton secret, ta honte. Oui, tu as raison, j'étais lâche. Mais Mathilde, il faut que tu comprennes une chose. Même si Jean-Claude était distant, même s'il n'a jamais réussi à t'aimer comme il aimait Sophie, moi je t'ai aimée. Depuis le premier jour. Tu es ma fille. Et je regrette chaque seconde où tu as souffert à cause de mon mensonge. J'ai regardé cette femme, ma mère, celle qui m'avait portée, élevée, nourrie, celle qui m'avait aussi trahi, humiliée, emprisonnée dans un mensonge étouffant. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour, maman. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je comprends. Mais s'il te plaît, ne me ferme pas complètement la porte. Laisse-moi au moins essayer de réparer. Même si ça prend des années. Elle est partie. Et je suis restée là, dans mon salon, avec ce poids étrange. Ni soulagée, ni apaisée. Juste, épuisée. Aujourd'hui, 6 mois après la révélation, ma vie a complètement changé. Je vois Philippe régulièrement. Il est devenu le grand-père que mes enfants méritaient. Attentif, présent, aimant. Marie et moi sommes devenus proches. Nous nous appelons. Nous nous voyons. Nous rattrapons tout ce temps perdu. Avec ma mère, les relations sont glaciales. Elle essaie, je le vois. Mais la confiance est brisée. Sophie, elle, ne m'adresse plus la parole. Elle m'en veut d'avoir détruit l'image parfaite de notre famille. Tant pis. Ce test ADN a fait exploser ma famille. Mais il m'a aussi libérée. Libérée de cette question qui me hantait depuis l'enfance. Pourquoi mon père ne m'aimait-il pas? Maintenant je sais. Et même si la vérité fait mal, elle m'a rendu ma dignité. J'ai compris que le silence, dans une famille, est un poison lent, que les secrets finissent toujours par ressortir, que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut mieux que le mensonge. Alors si vous portez un secret qui pèse sur vos proches, dites-le, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que quelqu'un, quelque part, ne commande un test ADN et ne découvre que toute sa vie était une illusion. Parce que la vérité finit toujours par éclater. Toujours.